Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne TV Les Chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP. Le BTP étant un moteur essentiel pour le développement économique de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure du New Deal des infrastructures, une question s'impose. Quelles réformes faudrait-il engager pour bâtir un BTP performant, attirant et aussi souverain? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Omar Ndir, président des syndicats patronaux du BTP, affilié au CNP et la CNES. Bonjour M. Ndir. Bonjour M. Diop. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour notre public avant de passer sur les questions-réponses? Alors, je suis Omar Ndir, je suis entrepreneur à la tête d'un petit groupe qui est présent dans le secteur de la construction, mais plus particulièrement dans l'électromécanique du BTP. J'ai le plaisir, l'avantage d'être également le président du syndicat professionnel des entrepreneurs du BTP du Sénégal, vous l'avez dit tantôt. Nous sommes affiliés au CNP, certes, mais nous sommes aussi en parfaite harmonie et nous travaillons en parfaite intelligence et collaboration avec le SNBTP, présidé par le président Kader Ndiaye, qui est devenu entre-temps le président de la CNES, et je le salue au passage. Nous avons donc cet avantage de défendre aujourd'hui le secteur du BTP, un secteur qui a écrit les belles histoires, les belles pages du secteur de la construction au Sénégal et qui depuis quelque temps connaît des tourments que tout le monde sait. Et nous essayons de faire en sorte que à la fois ces tourments et ces difficultés soient connus, mais également qu'il y ait des solutions qui puissent très rapidement être adoptées et permettre à ce secteur de revenir au premier plan. D'accord. Parfait, M. Ndir. Mais on entend vraiment, surtout ces derniers mois, tout le temps on parle vraiment, le Sénégal et lambda aujourd'hui, c'est qu'il y a un syndicat des BTP. Mais quel est le rôle réel des syndicats patronaux du BTP au Sénégal? Comme toute fédération patronale, notre vocation est d'abord la défense des intérêts moraux, financiers de nos membres. C'est une corporation, elle a ses difficultés, elle a ses obligations, elle a également son cadre juridique et elle a également son contexte. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que chacune des entreprises membres de notre syndicat puisse obtenir d'abord de l'information, puisse également bénéficier de tous les avantages, de tout ce qui pourrait rendre plus facile l'exercice de cette profession. C'est d'abord cela. Il y a ensuite une vocation à porter des plaidoyers, à éveiller les consciences quand cela est nécessaire. Et nous avons pensé qu'il était temps que notre secteur s'exprime face aux nombreux défis qui l'accablaient, auxquels il faisait face. Les premiers défis étant les arrêts de chantier, le poids de la dette intérieure, la baisse de l'investissement de l'État, le contexte macroéconomique qui n'était pas très favorable. Donc tout cela rend l'action du syndicat, des deux syndicats du BTP présents au Sénégal, leur action beaucoup plus nécessaire. Et c'est dans ce sens que je m'engage et que j'essaie, partout où cela est possible, de faire le plaidoyer pour que le secteur du BTP sénégalais et les entreprises sénégalaises de construction qui ont une très grande réputation en Afrique de l'Ouest puissent retrouver la place qui est la leur au niveau national. Au niveau national, parfait. Mais vous, en tant que président du syndicat, quelles sont réellement vos principales missions? D'abord, une mission de représentation. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes, au moment où nous vous parlons, nous sommes représentés au sein de 3 journées de travail, d'atelier,
qui sont organisées par l'APIX et elles vont porter notamment sur les questions relatives à l'accès au foncier dans le cadre de tous les programmes d'investissement. Donc sur ces questions-là, il n'est pas rare que nous soyons sollicités, il n'est pas rare qu'on fasse appel aux syndicats pour venir s'exprimer et pour pouvoir également prendre part aux échanges. Nous avons également, dans quelques jours, demain, après-demain, nous prendrons part à des concertations, de larges concertations sur la commande publique, sur la redéfinition des dossiers d'appel d'offres au niveau de l'ARCOP. On nous sollicite également au niveau du ministère de l'Urbanisme, au ministère des Infrastructures, pour prendre part à plusieurs réformes. Et cela est le rôle justement de notre syndicat d'aller pour non seulement donner le point de vue de l'entreprise sénégalaise de construction, mais également pour défendre partout où cela est besoin l'intérêt de l'entrepreneur sénégalais. Vous avez, je vous donne un dernier exemple. Il y a l'année dernière une série d'effondrements qui ont provoqué des drames humains et les entreprises sénégalaises de construction ont été interpellées au premier plan. Elles ont, bien malheureusement, elles ont dû faire face à la critique, à un certain nombre d'attaques. Et il a fallu faire de la pédagogie, aller sur les plateaux de télévision pour expliquer en quoi, d'abord, les entreprises sénégalaises sont sérieuses, la plupart des entreprises sénégalaises, mais également en quoi la non-application de certaines règles de base peut apporter des catastrophes, quelle que soit la qualité des ingénieurs et des entreprises qui sont engagées sur les chantiers. Effectivement. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure du New Deal des infrastructures, il est important que le Sénégalais lambda arrive à comprendre cela. Mais, M. Ndir, que signifie concrètement le New Deal des infrastructures pour le secteur du BTP? Il ne s'agit pas d'un New Deal pour le secteur du BTP. Il s'agit d'un New Deal pour les infrastructures du Sénégal. Je pense que ce qu'on doit comprendre, c'est que il ne s'agit pas d'un nouveau système, il ne s'agit pas d'un nouveau mode de fonctionnement, il s'agit d'une nouvelle approche. Effectivement. Et cette approche-là, elle a pour finalité de permettre au Sénégal de continuer à investir dans les infrastructures nécessaires à son émergence, tout en évitant à l'État de devoir s'endetter, voire se surendetter pour pouvoir obtenir cet aéropage d'infrastructures. Quand vous rentrez dans un pays, la première signature d'un État, d'un pays, ce sont les infrastructures. Les stades que vous apercevez, les monuments que vous apercevez, les bâtiments. Dubaï est connu à travers le monde pour la qualité de ses infrastructures, qu'il s'agisse de bâtiments, de routes. Dubaï est aussi certainement connu pour ses universités, ses hôpitaux. Tout cela concourt à rendre un pays vivable, un pays agréable, un pays beau sur le plan de l'esthétique. Les infrastructures doivent faire l'objet de toutes les attentions pour tout régime qui arrive au pouvoir au Sénégal. Et nous nous sommes rendus compte, les faits sont là, que depuis 2 ans, pas un seul investissement digne de ce nom n'a été fait en matière d'infrastructure au Sénégal. Tout simplement parce que des conditions économiques et des choix stratégiques opérés par nos acteurs politiques ont conduit le Sénégal dans une situation où nous sommes dorénavant incapables de construire de nouveaux hôpitaux, de nouvelles universités, de nouvelles routes. Et le New Deal, si vous me permettez de faire un petit développement, repose sur 4 piliers qu'il faut comprendre. Très simple. Le premier pilier, c'est que la construction des infrastructures nationales doit relever exclusivement du secteur privé national. Libre au secteur privé national de faire appel, dossier par dossier, infrastructure par infrastructure, quand cela est nécessaire, à de l'expertise étrangère. Il n'appartient plus aux étrangers de venir dans notre pays
pour pouvoir choisir librement la manière dont ils vont intervenir et le type d'infrastructure qui leur plaît. C'est au secteur privé national qu'il doit revenir de bâtir ces infrastructures, en association avec des étrangers ou pas. Et l'association n'est nécessaire que lorsqu'il y a une expertise que nous n'avons pas et qu'il faut aller acquérir. Mais elle est ponctuelle. Le deuxième pilier, c'est la notion de consortium. Il a souvent été fait la critique aux entrepreneurs sénégalais qu'ils n'avaient pas la taille nécessaire pour pouvoir réaliser de grandes infrastructures. Je donne l'exemple de Ila Touba, 400 milliards de francs CFA. Lorsque la décision de construire Ila Touba a été prise, aucune entreprise sénégalaise n'avait la taille et les références lui permettant de compétir. Si vous prenez deux entreprises qui savent faire 200 milliards, qui ont déjà fait 200 milliards, ça fait 400 milliards. Si vous en prenez 3, on leur demandera à chacune de faire à peu près 130, 133 milliards de chiffre d'affaires. Et il y a des entreprises au Sénégal qui ont cette taille. En agrégeant leurs forces, elles sont capables non seulement de remplir les conditions d'endettement pour pouvoir lever les fonds, mais également de réalisation de ces projets. Donc, le fait de se mettre en consortium permet de faire face à n'importe quelle taille de projet. Un exemple récent, au Maroc, en prévision de la Coupe du Monde qui va se tenir au Maroc en 2030, il a été donné instruction aux deux premiers du BTP, les deux premières majors du BTP, je ne veux pas les citer, de se mettre ensemble pour construire un nouveau stade à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Donc, elles se sont mises en consortium. Et c'est ça la bonne approche. Mais évidemment, des entreprises de taille moyenne peuvent également constituer des consortiums pour pouvoir faire des quais de pêche, pour pouvoir faire des marchés centraux aux poissons, pour pouvoir faire des bâtiments, des universités, quel que soit le besoin de l'État. Cela leur permet non seulement de mettre en commun, de mutualiser leurs efforts, mais également de grandir ensemble. Le troisième pilier qui est extrêmement important, c'est la notion de PPP, partenariat public-privé. Et là, ça concerne directement les finances de l'État du Sénégal. La vocation d'un État comme le Sénégal n'est pas de s'endetter pour construire des infrastructures. Les impôts que l'État collecte, les sommes qui sont empruntées quand cela est nécessaire, doivent servir aux actions prioritaires de l'État. La santé, l'éducation, la sécurité, la diplomatie, l'aide par exemple à l'électricité, les subventions à l'électricité, à l'eau, au carburant, donc soutenir l'économie. L'État intervient comme un acteur qui protège et qui soutient et qui met les conditions pour que son secteur privé, maintenant, réalise sa part, fasse sa part et réalise les infrastructures. En signant des PPP avec l'État, ce sont les entreprises qui vont aller s'endetter. Quand on dit que, par exemple, le régime précédent, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est 15 000 milliards, 18 000 milliards, emprunte autant d'argent, quand on constate qu'il a fallu aller emprunter autant d'argent, alors que normalement les entreprises sénégalaises auraient dû faire elles-mêmes ces emprunts-là et structurer, si vous voulez, les PPP de sorte à dispenser l'État de devoir emprunter de l'argent, je pense qu'on en fait la démonstration. Donc les PPP, qu'ils soient à paiement par les usagers ou à paiement public, sont la solution pour éviter à l'État de s'endetter. Parce que tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on s'est endetté. Pourquoi? Mais pour des infrastructures. Pour le TER, pour le BRT, pour le stade. Tout ça, ce sont des infrastructures. Effectivement. Mais si on laisse le secteur privé s'endetter lui-même et on empêche l'État de le faire, à ce moment-là, je pense que ça permet à l'État d'être plus efficace et d'avoir une certaine sérénité. Ça permet de préserver nos agrégats macroéconomiques et de faire en sorte que nous n'empêchions pas la trajectoire du progrès et de l'émergence. Je termine avec le dernier pilier, qui est le recours non pas au système financier international, mais à l'endettement local. Le financement doit se faire avec les banques nationales. Effectivement. Dans les premières phases d'études de projet, de maturation, de développement, les entreprises, les banques locales sénégalaises
doivent financer les entreprises de BTP pour les études. Et lorsqu'il s'agit maintenant de faire la levée de fonds pour la réalisation des infrastructures, les banques locales peuvent se mettre en relation avec les banques régionales, les banques de l'UEMOA, pour emprunter en monnaie locale, en CFA, et réaliser les programmes d'infrastructure. Nous pensons qu'à peu près 2000, 3000 milliards peuvent être levés chaque année sur le marché sous-régional pour pouvoir réaliser les infrastructures dont le Sénégal a besoin, et pas seulement les infrastructures, mais également les logements. Parce qu'emprunter en devise, que ce soit en devise chinoise, en devise turque, française, ou, enfin européenne ou américaine, comporte un risque. En cas d'évaluation, nous subissons un choc. C'est ça. Alors que si nous nous évertuons à rendre endogène le financement, cela stabilise l'endettement, mais en même temps facilite les remboursements. Voilà les 4 piliers qui fondent le New Deal pour les infrastructures. Nous ne nous sommes pas contentés de faire une définition du New Deal, mais nous avons également réfléchi sur le mode de financement. Le mode de financement auquel nous avons pensé, c'est la constitution d'un fonds de développement des infrastructures. La Côte d'Ivoire l'a compris. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place un fonds souverain pour les infrastructures, qui est l'exact pendant de notre fonds de développement des infrastructures. Et ce fonds-là aura 2 rôles. D'abord, constituer les garanties nécessaires pour rassurer les organismes financiers, mais ensuite lever les fonds, permettre de mettre à disposition les fonds d'amorçage. Et la manière de financer également ce fonds-là, nous avons fait des propositions au ministre Déthié Fall. Nous espérons qu'un jour ou l'autre, ces propositions soient bien comprises, bien perçues. Et nous attendons qu'il y ait une suite, effectivement, aux propositions que le secteur privé, par notre entremise, a formulées. Effectivement. Moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les PPP. Je vous confirme que les PPP, vraiment, c'est vraiment la solution viable et pérenne pour faire des infrastructures attendues pour un pays qui doit se développer. Mais au finish, de manière synthétique, en quoi le New Deal des infrastructures est-il différent des politiques précédentes? Parce qu'il est basé sur un paradigme qui est extrêmement important, c'est le désengagement de l'État. Les politiques publiques sont de l'ordre, relèvent de la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui définit quelles sont les grandes orientations, quels sont les objectifs qu'il assigne au service de l'État, et qui fait en sorte que le secteur privé se mette au travail. Dans un État où tout est centralisé, y compris la conception des projets, la planification des projets, la levée de fonds et même dans certains cas l'exécution des projets, parce que maintenant on voit des organismes d'État comme la CDC, etc., qui se quasiment concurrencent le secteur privé national. Donc quand vous avez un État qui centralise plutôt qu'il n'organise, cela nous donne des résultats qui sont extrêmement mitigés. Le New Deal des infrastructures, c'est une réappropriation par le secteur privé de ce qui doit être pris en charge par le secteur privé. Autrement dit, on privatise le secteur privé. C'est ça. Parce que pendant toutes ces années, toutes les politiques étaient définies. Ensuite, on appelait des opérateurs étrangers qui venaient avec leur financement. Évidemment, ce sont des financements extérieurs qui sont liés à la présence obligatoire d'acteurs étrangers qui viennent, font ce qu'ils ont à faire et s'en vont. L'argent ne rentre pas au Sénégal. L'argent quitte l'État, le trésor public du pays prêteur, va dans ces entreprises qui, elles, distribuent fournisseurs, distribuent à l'actionnaire, distribuent aux banques, payent l'impôt. Mais finalement, que gagne le Sénégal? Absolument rien. Et c'est en ça qu'il y a la rupture la plus importante. C'est faire en sorte que tous les flux financiers liés à la construction d'infrastructures passent par le Sénégal.
rentre dans le Sénégal et puisse irriguer l'ensemble du tissu économique sénégalais. Parce que vous le savez, le secteur du BTP est un secteur de grande redistribution financière et monétaire. Donc, cette abondance, rendez-vous compte, si on arrive à atteindre cet objectif de 2000 à 3000 milliards de francs CFA injectés annuellement, en 10 ans, c'est 30 000 milliards que vous faites rentrer et qui irriguent le Sénégal pour les infrastructures. Et je pense même qu'à ce niveau, nous sommes très en deçà de ce que font nos voisins. La Côte d'Ivoire a mis en place un programme national de développement sur 4 ans, 2026-2030, et qui porte sur 114 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire ambitionne de structurer pour 114 000 milliards de francs CFA d'investissement. Attendu du secteur privé, c'est 70%. 80 000 milliards sont attendus du secteur privé pour faire des infrastructures. Donc vous voyez le niveau d'ambition. Je pense qu'au Sénégal, il faut que nous ayons la même ambition. Les Ivoiriens l'ont compris. C'est le secteur privé qui va porter cette ambition. Le Maroc le fait très bien. Effectivement. Les pays développés comme la France, etc., n'ont fait que ça. Le New Deal n'a de nouveauté que le nom. Mais en réalité, c'est une approche qui existe depuis des années et qui permet à des entreprises non seulement de grandir, mais à l'État de confier complètement, on va dire, il y a un terme pour ça, de délocaliser, de déléguer l'ensemble du programme de construction des infrastructures au secteur privé national. Effectivement. Donc cela veut dire, vous faites un appel à l'État du Sénégal pour qu'il donne beaucoup plus de confiance au secteur privé pour la réalisation de ces infrastructures attendues. Je crois que ce n'est même pas un appel. Pour nous, c'est une évidence. Il n'y a pas d'autre solution. On aura beau tourner, on aura beau patienter, on aura beau chercher des solutions. Dans aucun pays au monde, y compris dans certains pays qui ont une doctrine politique le plus proche du communisme, dans aucun de ces pays, on fait sans son secteur privé. Aujourd'hui, allez, citons ce pays, la Chine. La Chine est un pays qui a une doctrine politique communiste, mais qui a une politique économique qui est ultra-libérale. Et vous savez comme moi qu'en Chine, il y a des mammouths, des entreprises de taille mondiale, qui se sont développées tout simplement parce que le secteur privé, du moins l'État leur a confié ces projets. C'est ça. Et vous connaissez le Maroc, nous avons échangé là-dessus et nous avons échangé nos expériences. Vous voyez qu'aujourd'hui, tous les projets nationaux au Maroc sont faits par des entreprises marocaines. C'est ça. Qu'il s'agisse du plus beau tunnel qui se trouve à Casablanca, des stades qu'on a vus pendant la CAN. Il y a le plus grand stade qui va être construit au Maroc, qui sera l'un des plus beaux au monde, qui va être construit par les deux premières entreprises de BTP du Maroc. Récemment, ils ont fait les autoroutes de l'eau avec tout l'écosystème de l'eau et de la construction. C'est allié. Ils ont constitué un méga consortium pour pouvoir construire les autoroutes de l'eau et faire traverser sur des milliers de kilomètres des millions de mètres cubes d'eau pour irriguer les territoires, pour alimenter les villes. Et tout ça, c'est l'ingénierie marocaine, à l'initiative des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, et avec comme mise en œuvre, comme maître d'œuvre, comme instrument, les entreprises marocaines. Naturellement, vous, en tant que président des syndicats des patronaux du BTP, avec votre démarche, avec la façon dont vous vous battez pour le BTP sénégalais et pour les entreprises du Sénégal, vraiment, on n'en doute pas que on va y arriver. Mais si tous ces ingrédients se réunissent, quel résultat espérez-vous à moyen et long terme? Alors, d'abord, je vais préciser une chose. Je ne suis pas le seul à me battre. Bien évidemment, nous sommes plusieurs présidents de fédérations qui abondent dans le même sens. Et nous avons également 2 grandes voix autorisées qui représentent valablement le patronat. Le président Bédi Agne, qui est aussi président du Business Africa,
se bat, porte les plaidoyers partout où cela est nécessaire, et il nous accorde une grande écoute, une grande importance à ce que nous disons et à ce que nous essayons de promouvoir. Et c'est pareil pour la CNES, qui est notre grande confédération patronale. Je pense qu'il n'y a pas longtemps également, mon frère et ami Biran Yayawan était sur une grande émission de télévision où il a défendu également le secteur privé et le fait qu'il faille faire confiance aux entrepreneurs sénégalais. Ils sont nombreux, hein, les présidents de mouvements confédéraux, de mouvements patronaux, qui, depuis des années, essaient de se battre. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le secteur privé et le secteur public, si je peux l'appeler ainsi, fassent tomber la cloison. Il y a comme une sorte de cloison qui fait une séparation entre deux univers qui sont proches, qui se côtoient, mais qui ne se touchent jamais. Avec un ostracisme de part et d'autre. Alors qu'à la fin de la journée, ce sont les mêmes Sénégalais. Qui prennent le café ensemble. Qui prennent le café ensemble. Votre épouse travaille dans la fonction publique, vous êtes acteur privé, vous rentrez à la maison, mais c'est la même maison, c'est la même famille. C'est ça. Donc, nous devons décloisonner le fonctionnement de l'État du Sénégal, de la nation plutôt. La nation doit être unie. Et unie vers un même objectif. Nous avons un objectif de transformation, mais à quelle fin? À la fin d'émergence, à des fins de développement. Cette transformation-là, elle appelle de notre part une alliance sacrée entre les fonctionnaires qui font les programmes et les entreprises. Il n'est pas normal que les entreprises attendent sagement que les fonctionnaires des différentes administrations planifient les programmes, les conçoivent avec parfois quelques erreurs ou parfois de manière parfaite, et ensuite lancent des appels d'offres. Cela, pour moi, n'est pas productif et cela est dépassé. Aujourd'hui, tout ce qui se conçoit doit être fait par le secteur privé sous la supervision de l'État. Les programmes aujourd'hui de logement, vous avez bien vu que les programmes de logement n'arrivent pas à décoller. À décoller, effectivement. Nous voyons également tous les efforts que font les différentes directions du ministère de l'Urbanisme, qui essayent vaille que vaille de favoriser la production de logements, mais jusqu'à présent, ça ne réussit pas. Et ça ne réussit pas tout simplement parce que le secteur privé est tenu à l'écart. Il ne s'agit pas d'aller voir quelques promoteurs privés de temps en temps pour encourager et visiter, mais il s'agit surtout de laisser le secteur privé s'en occuper. Nous avions fait une rencontre à la Chambre de commerce où nous avions invité, malheureusement ils n'étaient pas venus, mais nous avons essayé de leur faire comprendre qu'il y avait une manière de faire qui permettrait de produire des logements en masse. Tant qu'on ne sera pas ni écouté, ni invité à donner notre opinion, je pense que les choses continueront en l'état et le résultat, je le crains, sera assez faible. Alors qu'on a un besoin, il faut le rappeler, de 500 000 logements pour résorber le déficit qu'il y a au Sénégal. D'accord. Mais vu cette situation, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas important aussi de se prononcer aujourd'hui sur l'état de santé du BTP au Sénégal? Le BTP va mal, c'est une réalité. D'abord, il y a l'endettement qui est fort, qui est chronique, qui est insoutenable et qui est inacceptable. Nit de fois, liggéey ñu fay la. Une fois, je me rappelle d'une audience que le Premier ministre avait accordée au secteur privé et il avait dit, ce sont ses propres mots, liggéeykat bi balaa muy ñàkkam di fendi dañ ko war a fay lañ ko amel. C'est la même chose pour les entreprises du secteur du BTP. On ne peut pas les engager sur des chantiers sans les payer et ensuite vouloir de la qualité, vouloir le meilleur coût et les délais réduits, des délais courts. Cela n'est pas possible. C'est pas possible. Cela n'est pas raisonnable. Il faut pouvoir payer. Le Bénin le fait très bien. Le Burkina le fait très bien. Pourquoi le Sénégal ne saurait pas le faire? Pourquoi trouve-t-on normal de faire travailler une entreprise et de ne pas la payer?
Pourquoi trouve-t-on normal d'allouer des crédits pour des infrastructures et en cours de route de changer la destination de ces crédits, parce que je pense que c'est la seule explication possible, en mettant en attente le paiement des entreprises qui ont réalisé les programmes. Vous avez vu le nombre de gens qui sont sortis avec des impayés sur les programmes PUDC, les programmes PSD, le programme spécial de désenclavement, les Promoville et autres. On a fait travailler des centaines d'entrepreneurs sans les payer. Et sans compensation. Et sans pouvoir exercer le moindre recours judiciaire. Cela est un abus. Donc cela a fragilisé et continue de fragiliser l'entreprise sénégalaise. Et cela commence à durer, parce que ça a commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Je pense que, historiquement, on a toujours considéré que l'entreprise était taillable et corvéable à merci. Moi, je pense que c'est cela. Ouais. Il faut que les pouvoirs publics se rendent compte que chaque entrepreneur qu'on ne paye pas, mais correspond à des centaines de gens qu'on jette au chômage. Qu'on jette au chômage. Et à des gens qu'on jette dans la pauvreté. Il y a également les arrêts de chantier qui avaient été prononcés et qui ont, qui ont complètement déstabilisé le secteur de la construction. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui avaient des financements, qui avaient des projets. On a arrêté les projets, congédié les entrepreneurs. Ma foi, est-ce que les maîtres d'ouvrage ont toujours l'argent disponible? Je ne pense pas. Parce que l'argent n'attend pas. Quand ils ont l'argent, les coûts ont connu une inflation, ce qui veut dire que tous les dossiers, tous les projets qui avaient été lancés, les immeubles qui étaient en cours de construction, devront faire l'objet de révision, parce que les prix ont augmenté. Vous voyez le contexte international qu'on connaît. Et cela va rendre les choses encore plus difficiles. Le redémarrage ne sera pas facile. On nous avait promis des audits. Où sont les conclusions de ces audits? Je pense qu'on aurait pu éviter cette perte de temps, ce gâchis. Moi, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, avons été victimes de cela. Nous avions des employés, des gens qu'on avait, des techniciens qu'on avait pris, des ingénieurs sur des chantiers qu'il a fallu arrêter. Certains ont pu être redéployés ailleurs, d'autres ont été congédiés. Nous sommes obligés tous aujourd'hui de sortir de nos frontières. Nous sommes obligés d'aller dans la sous-région, voire même au-delà, pour chercher des opportunités de travail. Parce qu'encore une fois, nous avons la chance au Sénégal d'avoir de très bonnes entreprises de BTP. Quoi que les gens disent, ou quoi que les gens pensent, le Sénégal est le pays ouest-africain, et je n'ai pas peur de le dire, où il y a le plus d'entreprises et d'ingénieurs qualifiés en matière de construction. Il n'y a pas photo. Nous sommes le seul pays où vous avez plusieurs dizaines d'entreprises de construction capables de rivaliser avec n'importe quel major étranger. Je suis d'accord. C'est un fait. Et cela nous rend capables d'aller travailler dans des pays lointains comme le Gabon, le Congo ou ailleurs. Donc nous avons cette capacité. C'est la même chose pour nos bureaux de contrôle, pour nos bureaux d'études, pour nos architectes, qui se vendent à l'international. Donc aujourd'hui, tout le monde cherche une solution à l'international. Et cela se fait quand même en défaveur de l'expertise locale. Parce que avoir une empreinte locale, mais c'est préférable à tous les marchés que vous pouvez avoir dans le monde. Nous préférons pouvoir exercer notre art, notre métier dans notre pays, y prospérer, plutôt que de devoir aller chercher chez les autres ce que nous aimerions avoir sous nos pieds. Effectivement. Mais vu cela, quels sont les principaux obstacles à leur développement? Je veux dire les entreprises. Les principaux vraiment obstacles qui aujourd'hui on peut pointer le doigt pour dire que ces éléments-là, si on ne les change pas, ou ces politiques-là, ça va toujours freiner les entreprises sénégalaises. L'obstacle premier, c'est le défaut de patriotisme économique. Il n'y a pas de patriotisme économique. Le Sénégalais lambda trouve normal de dire oui, j'ai confié mon chantier à un Marocain parce que semble-t-il les Marocains travaillent mieux. Je ne veux pas ostratiser, j'ai beaucoup de frères marocains. C'est la vérité. Mais c'est un réflexe. C'est la vérité. Tant qu'il n'y a pas un véritable patriotisme économique, du simple citoyen jusqu'au plus haut décideur, nous ne pouvons pas prospérer. Quand le président Trump dit « Make America Great Again », on doit dire aussi « Make Sénégal Great Again ».
Le Sénégal doit retrouver sa place en matière de puissance de son BTP. Toutes les routes, toutes les infrastructures que vous empruntez quotidiennement dans Dakar et ailleurs en région portent l'empreinte des entreprises sénégalaises. Je peux les citer sans leur faire de la publicité. Vous pouvez les citer, hein? CSE, Ouais. CDE, FH Sénégal, Areski, Jean Lefebvre Sénégal, Sotracom, Icons, Soeco, Sinco, Koulim Dioum. Effectivement. Koulim Dioum. Mais tout ça, ce sont les entreprises qui ont écrit en lettres d'or les grandes pages du secteur des travaux publics sénégalais. Et les acteurs sont encore là. Aujourd'hui, ils s'exportent parce qu'ils ne sont plus prophètes chez eux. Le défaut de patriotisme économique depuis à peu près une quinzaine d'années, qui a fait qu'on a préféré avoir recours à l'expertise internationale, voilà ce qui a plombé le BTP sénégalais, voilà ce qui a empêché son développement et son expansion. Effectivement. Depuis 2 ans, nous avons compris que nous ne pouvons pas bénéficier d'un contexte favorable dans notre pays. Il vaut mieux poursuivre les efforts d'expansion en allant à l'extérieur. Et c'est dommage. Okay. Mais pour répondre simplement à votre question, nous estimons et nous pesons nos mots qu'il n'y a pas de véritable patriotisme économique qui met l'entreprise sénégalaise, qu'elle soit du secteur de la construction ou des matériaux de construction ou du secteur de l'immobilier, au premier rang. Le champion ouest-africain, pour ne pas dire africain, de l'immobilier, n'est-il pas sénégalais? Effectivement. Présent dans 7 pays, Sablux. le groupe Sablux, qui a une démarche de qualité, une démarche innovante, qui a su diversifier à la fois ses produits, ses programmes, et qui a su également attirer l'œil non seulement d'investisseurs, mais également de pouvoirs publics dans d'autres pays, et qui aujourd'hui fait des merveilles. Réalise des programmes de 25 000 logements dans tel pays, 20 000 logements dans tel autre pays, avec des signatures d'accords de construction de logements sociaux ou de logements de standing qui sont rédigés ou qui sont conclus dans des délais records. Si nous mettions des champions comme Sablux, comme CSE, comme Jean Lefebvre, comme Icons, etc., dans les mêmes conditions au Sénégal, mais Effectivement. nous n'en serions pas là. Mais moi, la lecture que je peux avoir, que j'ai eue par exemple par rapport aux entreprises étrangères et par rapport aussi aux entreprises sénégalaises, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'obstacle principal n'est pas le fait que les banques n'accompagnent pas suffisamment les entreprises sénégalaises par rapport aux entreprises étrangères? Alors, les banques accompagnent. Les banques accompagnent autant qu'elles peuvent le faire. Mais n'oubliez pas que il y a un principe qui est un principe Mais pas suffisamment. économique. Oui, pas suffisamment parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Lorsque toutes les ressources sont captées par l'État, en tout cas une bonne partie des ressources est captée par l'État, il reste très peu pour financer l'activité domestique. Vous savez comme moi qu'il y a des niveaux d'engagement auprès des banques qui dépassent les 2500 milliards. Les banques, l'État sénégalais, je pense, si mes souvenirs sont bons, a emprunté plus de 2500 milliards aux banques sénégalaises. Qu'est-ce qui va rester pour les entreprises du secteur privé? Et effectivement, nous avons besoin des banques pour financer notre développement. Si les banques également se rendent compte que les entrepreneurs sont attributaires de marché, sollicitent des concours bancaires, mais sont dans l'incapacité de rembourser ces concours bancaires parce que l'État ne paye pas les entreprises, elles vont devenir frileuses. Donc il faut restaurer cette confiance. La première, le fondement même de l'économie, c'est la confiance. Lorsque la confiance est brisée entre les acteurs, mais il n'y a pas d'affaire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Donc, bien au contraire, les banques sont de bons partenaires. Ah, d'accord. Lorsque la crise a commencé, notre syndicat a pris contact avec l'association professionnelle des banques du Sénégal. Je salue au passage son président ainsi que l'ancienne présidente. Et nous avons fait le plaidoyer. Nous avons anticipé sur les difficultés que nous voyions venir. Nous avons dit, attention, il risque d'y avoir un problème parce que l'État est endetté auprès de vous, mais l'État est endetté auprès de nous. Et nous avons contracté des emprunts. Et il risque d'avoir un effet systémique, un effet de contagion qui devrait fragiliser les banques, vous conduisant à provisionner. Donc il faudrait on imagine des mécanismes de titrisation de créances qui permettent de transformer cette dette exigible en titres immobilisés, facilitant le refinancement sur un marché monétaire ou en tout cas facilitant la continuation des relations entre le secteur de la construction et le secteur bancaire. Donc nous sommes en parfaite intelligence avec eux. Je peux vous le dire aussi, bon, nous recevons de temps en temps des banques qui viennent nous voir pour échanger avec nous sur des mécanismes d'accompagnement. Nous allons recevoir, je ne veux pas faire de publicité, une grande banque dans quelques jours qui va passer ici pour échanger avec nous sur des possibilités d'accompagner le secteur du BTP. Donc de ce point de vue, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier entre nous et le secteur bancaire. Effectivement, mais pour arriver à dépasser réussir à se débarrasser de ces situations, il est naturellement obligatoire de mettre en place des réformes prioritaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas prioritaire, il n'est pas urgent de revoir certaines règles des marchés publics? Oui, c'est le cas. Alors, au Sénégal, nous avons la chance d'avoir à la tête de l'ARCOP, l'Agence de régulation de la commande publique, un homme pour lequel j'ai vraiment le plus grand respect et la plus grande admiration. C'est un homme qui a une vraie vision, qui parle avec nous, avec le secteur privé de manière générale, mais avec le secteur du BTP en particulier, et qui essaie de comprendre nos préoccupations et qui nous associe à la réflexion. Nous avons un cadre de concertation qui est permanent. Il y a à peine quelques semaines, le directeur général de l'ARCOP a désigné l'un de ses meilleurs experts en PPP afin qu'on ait un échange sur les PPP, une formation, une sensibilisation, mais nous avons également tenu à adresser, suite à cette rencontre, un mémorandum sur les points qui nous paraissent importants pour améliorer ce mécanisme-là. Donc, l'ARCOP joue ce rôle et nous permet de prendre part justement à ce travail de refonte et de réforme. Je vous l'ai dit tantôt, nous sommes invités à prendre part dans quelques jours à justement une série de rencontres où on va travailler sur la refonte un peu du code des marchés publics, du code, en tout cas de tout ce qui est mécanisme de commande publique. Et cela est à mettre vraiment à l'actif du docteur Djité, dirigeant l'ARCOP. Nous pensons que les mécanismes existants ne sont pas si mauvais que ça, bien au contraire. D'ailleurs, il y a eu une plateforme qu'ils ont mis en place, la plateforme qui s'appelle Appel, qui facilite, dématérialise et engendre quand même beaucoup d'économies dans le cadre de la commande. Donc, il y a vraiment de ce côté-là une vraie capacité d'innovation et d'anticipation. Nous ne pouvons que saluer les efforts qui ont été faits et nous-mêmes les accompagner. Bien évidemment, on aurait souhaité que les PPP soient davantage orientés pour une appropriation par le secteur privé national plutôt que des PPP qui soient bâtis pour capter l'investissement étranger. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'investissement étranger uniquement qui doit nous permettre d'améliorer, voilà, de nous en sortir et d'améliorer notre capacité de construction d'infrastructures, mais on doit construire des PPP qui facilitent l'appropriation par le secteur privé de tous ces mécanismes de financement des projets. J'espère qu'en tant que président aussi, vous travaillez sur la qualification des entreprises qui aujourd'hui, cette situation pose vraiment d'énormes problèmes aux entreprises sénégalaises.
vous touchez du doigt là une vraie problématique parce que il y a plus d'1 an de cela, nous avions au cours d'une réunion au ministère de l'Urbanisme rappelé l'impérieuse nécessité de réhabiliter le système de classification et de qualification des entreprises. Alors, pour vos lecteurs, enfin vos spectateurs, vous devez comprendre une chose. Une entreprise de BTP ne peut pas être la chose... En fait, je veux dire, pour être entrepreneur et exercer l'art de construire, il faut des qualifications. Il faut des prérequis. N'importe qui ne doit pas pouvoir construire. Au Sénégal, vous voyez des gens qui se réinventent une carrière d'entrepreneur et malheureusement, quand cela arrive, il y a des accidents, même si on n'en parle pas beaucoup. Or, il y a des mécanismes qui existent avec des lois, des arrêtés, des décrets qui prévoient qu'une entreprise puisse ou ait l'obligation d'abord d'être classifiée. Classification, ça veut dire on distingue ceux qui sont dans le génie civil de ceux qui sont peintres, de ceux qui sont électriciens, les ascensoristes, etc., etc. Donc, chaque métier est bien répertorié, bien classé, et on doit pouvoir rattacher une entreprise à une classe d'activité. C'est ça la classification. Une entreprise peut avoir plusieurs classifications. On peut être entreprise générale, avec la capacité de faire des travaux de génie civil, des travaux de carrelage, des travaux de menuiserie, des travaux de peinture, etc. Mais ça, il faut pouvoir le prouver. Et c'est là qu'intervient la qualification. La qualification, c'est le mécanisme qui va permettre de prouver, de certifier à toute personne qui le souhaite qu'une entreprise a toutes les capacités de réaliser un ouvrage. Et grâce à cela, on peut savoir quelles sont les entreprises qui sont capables de réaliser une maison, un petit bâtiment, un stade, un centre commercial, une autoroute, etc., etc. En 2012, il y a eu un travail très important qui a été fait par Seydou Sissal, ancien ministre, qui a été également le délégué général au pôle urbain de Diamniadio. Il avait fait un excellent travail et il avait proposé une refonte du système de classification et de qualification. Mais jusqu'à présent, c'est dans les tiroirs. Donc, il est temps que l'on fasse ressurgir ce dispositif. Et grâce à cela, personne ne pourra construire au Sénégal sans avoir une qualification. Et cela évitera ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, à savoir des gens qui creusent des fondations au mépris de toutes les règles de sécurité et qui font que le bâtiment à côté s'effondre. Parfois, vous avez des gens qui construisent également premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Les poteaux ne sont pas correctement dimensionnés. On n'a pas fait appel au bureau d'études, etc. On n'a pas fait d'études de sol et le bâtiment s'effondre. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes très attachés et je lance encore à travers votre média un appel au ministère de l'Urbanisme et au ministère des Infrastructures pour qu'il hâte la remise sur pied de ce système de classification et de qualification. Et nous pensons que notre organisation, notre syndicat, tous les syndicats du BTP doivent être partie prenante des comités, des commissions qui statuent sur les dossiers. Autrement dit, qu'il y ait un mécanisme de validation par les pairs des profils qui sont proposés à la classification et à la qualification. Donc ça offrira plus de transparence, et aussi plus de sécurité. Parce qu'il faut qu'on sache qui est capable et qui est qui dans le pays. Voilà, c'est la seule condition pour qu'on ait vraiment un système, un environnement, un écosystème qui soit débarrassé des gens qui sont vraiment, véritablement des aventuriers. Effectivement, je suis très content parce que quand on vous écoute, on voit une personne très passionnée du métier et qui se bat pour vraiment arriver à faire de telle sorte que le BTP soit beaucoup plus souverain. Pour cela, on l'a dit tantôt à l'introduction, que signifie pour vous la souveraineté du BTP?
Quand vous me parlez de souveraineté du BTP, il y a un nom qui me vient à la tête. Paix à son âme, feu Aliou Sow. La souveraineté du BTP, l'incarnation de la souveraineté du BTP, c'est ce grand homme. Notre permanence porte son nom. Et ce n'est pas anodin. Pendant des années, le BTP a été l'affaire des grands groupes étrangers, notamment les groupes français, qui ont fait du beau travail. Aliou Sow a été celui qui a su montrer qu'un ingénieur sénégalais, une entreprise de BTP sénégalaise pouvait rivaliser avec n'importe quelle entreprise étrangère. Et il a bâti la réputation, la sienne et celle de son groupe, il les a bâtis au Sénégal, mais il les a bâtis dans tous les pays où cette société a exercé. Je peux dire Aliou Sow, mais je peux parler également de Abdoulaye Diaw Chimère et Racine Chemali, de CDE, du consortium d'entreprises, qui ont eu la même démarche au Sénégal, dans la sous-région. Je peux parler également de notre grand frère Baratal, à la tête de Jean Lefebvre, Sénégal. Donc, pour moi, quand vous me parlez de souveraineté, je pense à ces grands hommes qui sont les piliers du BTP sénégalais d'aujourd'hui. Je pense également à tous ces ingénieurs dans l'ombre qui construisent nos maisons, qui construisent nos routes. Je pense, n'en déplaise à certains, à nos écoles polytechniques, que ce soit celle de Thiès ou celle de Dakar. Ou celle de Saint-Louis. Je pense à ces centres de formation, comme le centre de formation au métier du BTP de Diamniadio. Je pense à toutes les écoles privées. C'est ça la souveraineté du BTP sénégalais. C'est ça sa particularité. Et nous devons le préserver. À tout point de vue, nous devons le préserver. Et c'est ce qui explique que j'ai cette passion que vous soulignez tout à l'heure. Effectivement, oui. Vu cela, mais comment pensez-vous que l'État, les politiques publiques peuvent donner davantage de la place aux entreprises nationales? Par la concertation. Je suis président de ce syndicat depuis bientôt 2 ans. Pas une seule fois, nous n'avons été conviés à haut niveau à des rencontres. Nous n'avons pas manqué de solliciter des audiences, mais les portes restent désespérément fermées. Une fois, je regardais sur une émission de télé le doyen Babacar Ndiaye, que je salue, Babacar Ndiaye Géor, qui a écrit aussi les belles pages du secteur de l'assainissement de l'eau et du bâtiment au Sénégal. Et ce doyen expliquait qu'il y avait des mécanismes de rencontre, de concertation périodique entre les anciens premiers ministres, le ministère en charge du secteur du BTP. Aujourd'hui, c'est le silence radio. Nous écoutons, nous recevons beaucoup de critiques, beaucoup de reproches, aucune concertation régulière. Les programmes, les projets, enfin plutôt les problèmes s'accumulent, mais pas une seule fois on a fait appel à nous pour échanger. Pas une seule fois. Ok. Je pense que c'est le minimum qui s'impose à nos autorités, à nos pouvoirs publics, lorsqu'un secteur est en difficulté. Et nous n'avons pas manqué de le faire savoir. Donc lorsqu'un secteur est en difficulté, mais il faut faire venir les gens et leur parler. Effectivement. D'abord pour comprendre ce qui se passe, ensuite réagir. Pour réfléchir sur les mesures à prendre. Les mesures à prendre. Voilà ce que nous attendons de nos hommes, de nos pouvoirs publics, pas autre chose. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons simplement à pouvoir trouver avec eux des solutions. Parce que nous avons aussi une capacité de proposition. Nous sommes forts de proposition, mais malheureusement, nous avons l'impression que pour certains acteurs, le Sénégal est né il y a 2-3 ans. Le Sénégal a quand même une certaine histoire. Et cela fait plus de 60 ans qu'il y a des hommes et des femmes dans le secteur de la construction qui ont prouvé, partout où cela était possible, leur capacité non seulement à construire, à concevoir, à financer, et qui peuvent être très utiles à la nation.
Oui, mais avec le travail que le syndicat est en train de faire, dont vous êtes le président, un travail quand même que les Sénégalais quand même apprécient. Mais vu, parce que peut-être que quand on vous voit avec votre méthode de faire, cela veut dire que vous êtes du métier. Ça c'est un. Et de deux, vous savez presque vraiment les mots que le secteur est en train de vivre. Mais vu cela, avec la vision que vous avez en tant que président, les perspectives que vous avez, naturellement, on peut s'attendre quand même à avoir une idée à quoi va ressembler le BTP d'ici 10 ans, si vraiment ces réformes sont appliquées. Alors, merci. Ça me donne l'occasion peut-être d'aller conclure avec vous sur une note beaucoup plus optimiste. Oui, je pense que même avant 10 ans, il est possible d'opérer des réformes. La souveraineté, le patriotisme économique, l'endogénéisation de la commande publique ne doivent pas être de vains slogans. Il faut qu'ils aient du sens. Ils ont une portée et ils ont une force qui est capable de transformer le Sénégal. C'est une réalité. Dès lors qu'on s'engagera sur cette voie-là, vous aurez un Sénégal où les programmes de réalisation de logements vont permettre de sortir chaque année 10 000, 20 000, 25 unités de logement au Sénégal. Vous aurez également des routes, des universités, des ponts qui se construiront de manière beaucoup plus facile, de manière beaucoup plus évidente. Inutile de revenir sur l'articulation du New Deal pour les infrastructures, mais nous ferons exactement ce que les Portugais, les Espagnols, les Français, ailleurs en Amérique du Sud, ce que les gens ont fait pour pouvoir avoir toutes ces villes. Le monde que nous avons, dans lequel nous vivons aujourd'hui, a commencé à se construire dans les années 60-70. Les capitaux qui affluaient ont été utilisés pour justement lancer cette dynamique de travaux. Et c'est ce qui a fait la prospérité de ces pays. Et ce qui a permis d'avoir de grandes entreprises qui après sont allées à l'export. Nous avons la possibilité de faire la même chose au Sénégal. Quand je vois des missions où le président va à l'étranger, un avion où il va dans les pays développés avec une cinquantaine, une centaine d'opérateurs privés. Moi, je partage l'avis de Serigne Mboup, le maire de Kaolack, grand entrepreneur, icône du Sénégal, du monde des affaires. Donc Serigne Mboup le dit tout le temps. Ça ne sert à rien de prendre des hommes d'affaires, de les amener dans les pays développés. On doit nous mettre dans des avions et nous amener au Libéria, nous amener en Sierra Leone, nous amener, comme faisait le roi du Maroc, et nous aider à prendre des parts de marché dans ces pays. Parce que nous avons un savoir-faire. On sait construire des routes, on sait faire des voitures. Nous avons une industrie. J'ai vu récemment un rapport, je pense que je ne sais pas si c'est de la BAD ou de la Banque mondiale. À ma grande surprise, le Sénégal, dans l'espace UEMOA, est le premier pays industrialisé. C'est-à-dire, en termes de niveau d'industrialisation, nous dépassons certains pays qui vont nous rattraper si on ne fait rien. Mais nous avons une capacité. Cette capacité-là, il faut l'exporter. Nous avons de grands industriels ici au Sénégal, mais qui sont présents dans toute la sous-région. Ils partent du Sénégal et ils développent leur business à l'étranger, tout comme le BTP. Si nous mettons nos efforts, nous combinons nos efforts ensemble, dans 5 ans, on transforme ce pays. Effectivement. Mais encore faut-il qu'on le veuille. Vu votre expérience et votre vécu, quel message vous pouvez envoyer aux jeunes ingénieurs, aux jeunes étudiants, aux architectes et aux entrepreneurs? Alors, aux jeunes de manière générale, je vais faire la même recommandation qu'avait faite un ancien Premier ministre du Sénégal quand on lui avait posé la question. Il avait réfléchi un long moment et il avait dit: je les exhorte à la patience. La patience, mais également la détermination. Parce que rien ne se fait dans la précipitation
dans l'empressement. Une carrière, une entreprise, il faut du temps, il faut des années pour les bâtir, pour arriver à atteindre un certain niveau. Il y a des entrepreneurs qui ont mis du temps, qui ont mis 20 ans. Un entrepreneur en général met à peu près 15 à 20 ans pour arriver à un certain niveau. Il en est d'une entreprise comme d'un individu. Je pense qu'il y a un temps pour apprendre, un temps pour confirmer et un temps pour se développer. Donc c'est le message principal que je voudrais leur adresser. C'est aussi de croire au Sénégal. Je suis tellement peiné par tous ces jeunes qui ne croient plus au Sénégal, qui ont envie de partir, qui ont envie de prendre les pirogues qui empruntent la route du désert. Pour moi, c'est du désespoir. Et je pense qu'il n'y a pas lieu d'être désespéré, parce qu'on ne se trompe pas. Le prochain continent, le prochain relais de progrès et de développement, le prochain terrain de progrès et de développement, ce sera l'Afrique. Après l'Asie, ce sera le tour de l'Afrique. Et ce tour n'est pas aussi loin qu'on le pense. Je suis certain que dans 10 ans, aujourd'hui, les taux de croissance les plus élevés sont en Afrique. La Guinée est à 9,3% pour l'année prochaine. 9,3%. Et ils vont arriver aux 11% l'année suivante. Le Sénégal, une fois sorti de son cycle d'endettement chronique, une fois qu'il aura réussi à retrouver la confiance au niveau de la communauté financière internationale, le Sénégal, je ne serais pas étonné qu'on soit dans les 8, 9, 10% de taux de croissance. De taux de croissance. Et cette dynamique-là, elle ne va que pouvoir se fortifier si nous avons la sagesse, justement, comme je le disais tantôt, de faire se conjuguer toutes les forces et tous les talents, secteur privé comme secteur public. Et nous avons en nous toutes les capacités pour devenir les futurs dragons de l'économie mondiale. Pour terminer, quel message souhaitez-vous envoyer au pouvoir public? Pour terminer. Je vais simplement rappeler à nos autorités au plus haut niveau, si je peux m'exprimer ainsi, un principe qui était celui du président Abdou Diouf. Le chemin n'est pas difficile, c'est difficile qui est le chemin. Ils sont dans une période difficile. Ils ont hérité d'un pays exsangue, au 4e sous-sol, comme ils disent. Mais je pense que c'est justement quand on est au creux de la vague, au plus profond des difficultés, qu'il faut savoir rebondir et qu'il faut savoir bâtir l'avenir. Je ne suis pas certain que le Sénégal surprendra, je suis certain plutôt, certain que le Sénégal surprendra beaucoup de gens. Le Sénégal surprendra beaucoup de gens. Monsieur le Président, merci d'avoir partagé avec nous votre analyse et votre vision d'un BTP sénégalais compétitif et souverain, comme on l'a dit, dès l'entame de l'émission. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne TV, les chantiers du Sénégal, l'abreuvoir technique du BTP. Et à très bientôt pour un nouveau sujet.